Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est un point lecture, je vais vous parler donc de mes 3 dernières lectures. Afin de faire des retours lecture un petit peu plus concentrés, j'ai pris des notes. Voilà, la grosse nouveauté du jour, c'est que j'ai préparé un petit peu cette vidéo. Alors on commence tout de suite par Juste après la vague de Sandrine Colette. C'est la première fois que je lisais une œuvre de Sandrine Colette. Je pense que j'ai fait une très bonne pioche car ça a été une très bonne lecture. Je lui ai quand même mis la note de 17 sur 20 sur Livre Addict. Ce livre est sorti en 2018 et Sandrine Colette est une autrice française contemporaine car elle est née en 1970. C'est une autrice que je ne connaissais pas du tout. Je ne sais même plus quel est le fruit du hasard qui fait que je me suis intéressée à cette autrice. Mais elle est assez connue pour ses thrillers, en particulier Des nœuds d'acier et Vent de cendre. Alors j'en ai aucun des deux parce qu'après j'ai ces orages-là à lire et j'ai que ça d'elle pour l'instant, mais en tout cas cette première lecture m'a donné vraiment envie d'aller vers cette autrice. De quoi parle ce roman? Eh bien on est avec une famille qui vit paisiblement dans leur petit village, dans leur petite maison en haut d'une colline. Ils sont en bord de mer, je suis pas sûre qu'ils soient réellement sur une île au début de ce livre. Mais voilà, il y a un volcan tout près, ce volcan va imploser qui fait que la conséquence de cette catastrophe est que la mer va monter, les eaux vont monter et elles ne vont jamais redescendre. Voilà, ils espéraient voir l'eau redescendre, telle une inondation, mais pas du tout. L'eau va même continuer de monter petit à petit au fur et à mesure du roman. On est donc avec une famille qui a 9 enfants, et oui, quand même, c'est assez rare. Et donc cette eau va monter, donc leur maison est en haut d'une butte et puis leur territoire en gros va se réduire petit à petit et ils vont être contraints au bout d'un moment de se dire voilà, on est tout seul sur une île, on n'a plus de voisins, ils sont sous l'eau, on voit plus personne, les vivres se raréfient de jour en jour, surtout à 11 personnes, ça va assez vite malgré qu'ils aient des poules, mais bon voilà, le terrain est quand même assez pauvre, on va dire, au niveau de la richesse pour l'alimentation. Ils vont donc faire le choix de partir avec leur unique barque. Malheureusement, cette barque est trop petite pour emmener tout le monde. Et c'est le cœur de ce roman. C'est le choix d'un père, le choix d'une mère, de choisir quel enfant doit rester sur l'île en attendant leur retour, qu'ils reviennent avec des secours, parce qu'au final, ils veulent pas spécialement abandonner leurs enfants, hein. C'est pas leur but. C'est simplement d'en emmener certains, les mettre en sécurité et de venir rechercher les autres. Alors, cette famille a une particularité, donc d'avoir 9 enfants, et il y en a 3 qui sont justement un petit peu particuliers, on va dire qu'ils ont un petit peu des tares. Alors je n'ai pas noté exactement c'était quoi les 3 tares, ils ne sont pas en quelque sorte entiers, on va dire, de mémoire, il y en a une qui doit être un peu sourde ou un petit peu aveugle, je ne sais plus exactement, voilà, j'ai pas tout noté. Mais voilà, vous découvrirez ça au fur et à mesure de la lecture de ce roman, et en fait ils m'ont sacrifié en quelque sorte ces 3 enfants qui sont pas super bien réussi, hein, on va dire ça comme ça. Et voilà, donc on va suivre d'un côté les parents avec les autres enfants, les plus grands, parce qu'en fait les 3 qui vont rester sur l'île sont les 3 du milieu. Donc ils ont emmené les plus petits parce qu'il y a quand même un bébé dans l'affaire, donc ils n'allaient pas laisser le bébé sur l'île, donc ils ont vraiment embarqué les 3 plus petits, les 3 plus grands, parce que voilà, il faut ramer, il faut quand même traverser l'océan jusqu'à on ne sait pas où. Donc ils ont vraiment laissé ceux du milieu, ceux qui avaient peut-être le plus de chances de s'en sortir sur l'île, malgré leurs petites particularités. Et ce livre est un ensemble de sentiments. On a d'abord la culpabilité de la mère de laisser ses enfants comme ça seuls sur l'île. En même temps, on a le sentiment de colère qu'elle a dû faire un choix. On a son sentiment de perte, d'attachement. Et en même temps, la fatalité. Ce roman est divisé en 2 parties. C'est-à-dire qu'on va avoir la vie sur l'île de ces 3 enfants. Après, on va passer sur cette histoire de trajet, de voyage en barque à travers la mer pour pouvoir trouver du secours. Et la 3e partie va être du coup cette espèce de retour sur cette île.
Et donc on a un mélange de sentiments dans cette famille. Alors les enfants, on n'en parle pas trop dans ce livre, on ne sait pas trop ce qu'ils ressentent, c'est très léger. On est vraiment sur le père qui essaye de faire bonne figure parce que c'est le paternel, parce que il est censé représenter un peu la stabilité de la famille. Il est un peu, alors je vais pas dire l'autorité parce que c'est pas forcément lui qui a fait tous les choix, mais il est quand même censé, voilà, je pense représenter, ouais, comme je dis, une stabilité. Et il faut qu'il fasse bonne figure face à tous les événements qui vont leur arriver, parce que ce bouquin est rempli d'événements rocambolesques. D'un côté, de ceux qui sont en train de faire leur voyage, et de l'autre côté, les enfants sur l'île, il va leur arriver plein de trucs, parce qu'ils vont essayer de se débrouiller tout seuls. Eux aussi, ils vont essayer de s'enfuir, parce qu'à force que l'eau monte, bah, il y a un moment, ils ont les pieds dans l'eau, quoi, clairement. Et donc, en parallèle de ce père qui fait bonne figure, on a une mère qui sombre dans un désespoir des plus profonds sur sa culpabilité, sur le choix qu'elle a fait, sur la perte de ses enfants. Est-ce qu'elle va les revoir? Est-ce qu'elle va pas les revoir? Il y a tout un mélange de sentiments et ce livre est totalement magnifique. J'ai passé un super moment dans cette lecture. J'ai beaucoup apprécié l'écriture de Sandrine Colette. C'est fluide, il y a un petit peu de descriptif, mais pas juste qu'il faut, pas trop. Il y a de l'action, on est rarement dans des moments où il ne se passe rien. Il y a toujours des petits moments de suspense où tu essaies de savoir, ah, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Oula, là il y a un autre événement qui arrive, comment ils vont réussir à gérer le truc, tout ça. Et en même temps, il y a une histoire de ces trois enfants qui vont rentrer un peu dans la maturité de savoir se débrouiller tout seuls. Ils vont laisser leur enfance de côté pour rentrer dans un mode de survie. Et tout ça a été extrêmement passionnant et j'ai vraiment adoré cette lecture. Alors j'ai quand même mis la note de 17 sur 20 parce que c'est poignant, c'est sincère, il y a beaucoup de choses intéressantes. Mais voilà, ça a été une très très bonne lecture, mais ça n'a pas été non plus le méga coup de cœur au point d'encadrer ce roman. Voilà, j'ai passé un très très bon moment, mais ça s'arrête là. Alors c'est pas qu'il me manquait des choses, hein, parce que j'ai quand même, je dis, passé, c'était très intéressant, mais peut-être qu'il aurait fallu quelque chose de beaucoup plus cruel, beaucoup plus engagé. Peut-être qu'il me manquait quelque chose vraiment de... Alors c'est peut-être parce que j'ai l'habitude de lire plutôt des romans d'horreur, donc c'est peut-être ça qui me manquait, cette petite touche un peu plus horrifique, un peu plus de dramaturgie, même s'il y en a quand même un petit peu dans ce livre. Mais c'est peut-être ça qui m'aurait permis de rehausser la note, mais c'est quand même un 17 sur 20. Ensuite, j'ai lu Bleu comme une orange de Norman Spinrad. Je ne connaissais pas du tout cet auteur. Je l'avais pris pour un challenge il y a quelques années où il fallait, je crois, le nom d'un fruit. Voilà, j'avais cherché, j'étais tombée sur celui-ci. Je m'étais dit, un espèce de science-fiction post-apo. En tout cas, c'est ce qu'on me vendait comme rêve. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être pas mal. Ce livre fait partie de mon tirage de mon calendar book. C'est donc 12 livres que j'ai emballés et que je vais tirer au sort au fur et à mesure de l'année. Et ce sont les livres qui sont présents dans ma palle, qui ont les moins bonnes notes sur Livradix. Eh bien, je comprends parfaitement pourquoi cette œuvre a eu une très sale note. Je ne sais plus exactement quelle note il a eu, mais moi je lui ai mis un 8 sur 20. C'est la première fois que je lis un livre en diagonale, arrivé au bout d'un moment. Le début du roman, je lisais tout parce que c'est assez complexe comme univers. Voilà, faut vraiment lire, presque prendre des notes sur chaque personnage qui est qui, machin, même s'il n'y en a pas tant que ça, faut pas abuser. Mais rapidement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément d'histoire, même s'il y a quand même une histoire, hein, mais je sais pas, il se passait pas assez de choses pour moi, c'était extrêmement plat. Donc, extrêmement déçue. Et donc, comme je vous dis, c'est la première fois que je lis réellement un bouquin en faisant de la diagonale sur les pages. Alors, qui est ce cher monsieur Norman Spinrad que je ne connaissais pas du tout? Donc, c'est un auteur qui est né en 1940, c'est un auteur américain. Ce livre est sorti en 1999, juste avant les années 2000, vraiment en fin de siècle. On comprend un petit peu le pourquoi du roman par rapport à sa date de sortie. Donc Norman Spinrad, en fait, il est issu de la nouvelle vague littéraire qui a révolutionné la science-fiction dans les années 60-70. Alors moi je ne connaissais pas du tout, mais ce monsieur a donc écrit Jack Baron et l'éternité.
et Rêve de fer, qui est le livre qu'aurait pu écrire Hitler s'il avait échoué à prendre le pouvoir et s'il s'était reconverti en écrivain d'heroic fantasy. Cet auteur a l'air quand même un petit peu perché, hein. Il recherche des thèmes un peu étranges et il est connu pour avoir un style provocateur, un esprit polémique, contestataire. En gros, il aime faire scandale en parlant de sexe, de pornographie. Il a été censuré aux États-Unis. Je trouve donc que ce livre est totalement en raccord avec cette fin de siècle, 1999. Hein. Donc dans ce roman, on est dans un monde post-capitalisme avec un fond d'espionnage industriel. On est dans une histoire qui se passe dans 100 ans, fin du XXIe siècle. Il y a eu un réchauffement climatique qui a accéléré la précipitation de la montée des eaux, éradiqué certaines espèces de la carte, transformé les régions chaudes en désert et la Sibérie est une nouvelle Californie. Voilà, le système écologique, en gros, environnemental, a totalement été bouleversé par ce changement climatique et on va donc suivre Monique, qui est employée par une entreprise qui va devoir faire la communication. Ouais, c'est un peu une agence de com, une agence de pub où elle travaille et qui va promouvoir différents projets pour réhabiliter un petit peu la terre. En tout cas, c'est ce qu'on comprend au début de ce bouquin. Et on va vite se retrouver en fait dans l'organisation d'une soirée sur une péniche à Paris par une autre organisation capitaliste. Hein, on est un peu dans une histoire de lobby. On comprend que le monde est géré par des espèces de différentes mafias qui dispersent un peu leur argent dans différents projets écologiques, pseudo-écologiques, et tout ça pour se retrouver donc dans une espèce de réunion digne de la COP 21. Et comme tu le sais peut-être, dans ce genre de réunion qui est censé parler d'environnement, de bien-être humain, comment réduire notre impact sur l'écologie, voilà, hein, en gros, réduire nos déchets, atténuer les effets de serre, anéantir ce réchauffement climatique. Eh bien, tu le sais sûrement que dans ce genre de réunion, eh bien, il n'y a que des lobbies industriels dedans. Donc, des gens qui en ont clairement rien à battre de l'écologie. Mais ça fait toujours mieux de faire des réunions en faisant style « Oh là là, on va faire des choses pour l'environnement !» Alors que clairement, ils en ont rien à péter parce que ils se font de la thune sur ce dérèglement climatique. Et donc, ce roman tourne autour de ça. Alors c'est très intéressant de remettre en valeur le fait que ce roman est situé dans 100 ans, mais clairement, si tu lis entre les lignes, on est déjà dans ce système-là de espèce de mafia, on appelle ça des lobbies, mais finalement c'est un peu des mafias industrielles qui veulent juste s'en foutre plein les fouilles, hein, voilà, clairement. Et donc, on est dans une soirée péniche. C'est une péniche extrêmement moderne qui ressemble plutôt à un lieu de débauche, parce qu'en fait, il y a plein de chambres sur cette péniche. Alors, il y a une salle de réception, en gros, tous les gens vont être accueillis, et je crois que c'est le bas de la péniche où c'est que des chambres à thème. Voilà, on est clairement sur une maison de débauche, hein, alors, on n'est pas sur une maison close parce qu'il n'y a pas des putes, mais on est sur un lieu de débauche. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais bref. Et il y a des caméras partout, et c'est géré par de l'IA. Voilà, oh, comme ça a l'air méga sympathique. Et en gros, on est vraiment sur un bouquin d'espionnage. Elle va rencontrer donc un mec qui s'est prétendu prince, mais aucun rapport avec la monarchie de quoi que ce soit. Le mec, il a juste été nommé prince comme ça, pour le plaisir. Et il y a une relation entre ces deux personnages, parce que, voilà, comme je vous dis, on est vraiment sur une histoire d'espionnage. J'ai franchement pas tout compris au bouquin. Voilà pourquoi mon explication est assez floue et vague, et qu'elle part dans tous les sens. Ah bah c'est ça de lire en diagonale aussi, hein. Monique, on va pas se mentir, est donc une espionne, mais tu vas voir qu'il y en a pas mal d'espions dans ce bazar, parce que c'est réellement un bazar. En fait, c'est une réunion qui va promouvoir un industriel qui vend des outils pour changer le climat.
T'as envie d'avoir un désert alors qu'il neige chez toi? Hop, ben moi je t'ai créé des espèces de panneaux réfléchissants qui permettent que les rayons du soleil tac arrivent sur ton territoire et que du coup, hop, ben, ça devient le désert. Non, tu veux un peu plus de pluie, tu veux que ta région soit un peu plus tropicale. Ah ben moi j'ai inventé des faux nuages. Allez hop, je peux te vendre ça. Et toute la terre comme ça est un micmac. Tous les climats ont changé et tout ça est régi par des industries qui s'en foutent plein les fouilles à te vendre ces différents projets pour changer, pour adapter ce que tu as envie. Hein, en gros, c'est un petit peu ça le bouquin. Il n'y a clairement aucun intérêt à ce livre. En plus, il aime bien rajouter des choses qui n'ont rien à voir, qui n'auraient peut-être pas lieu d'être là, mais... Et donc, cette espionne, pour pouvoir récupérer ces informations qu'elle a besoin, son petit rapport qu'elle a besoin d'envoyer à sa hiérarchie, ah bah oui, automatiquement... Cet auteur a eu simplement l'idée de se dire oh bah madame, on va lui rajouter des scènes pornographiques du cul parce que apparemment une femme, la seule chose qu'elle sait faire pour soutirer des informations, c'est sur un coin d'oreiller. Voilà. Donc il y a des bonnes scènes bien cocasses, bah justement avec cette espèce de faux prince. C'est pas dès le début du bouquin, on s'y attend pas forcément. Et puis petit à petit, tu vois, il y a un relationnel qui se lie entre ces deux personnages. Et ça part rapidement en salade de fruits. Mais avec des jeux érotiques très très particuliers. Et ça n'apporte rien du tout au récit. Il y a un moment, franchement, arrivé à la moitié du bouquin, c'est de la pornographie pour de la pornographie. Voilà, clairement. Et j'ai pas du tout apprécié cette œuvre. C'est pour ça que je lui ai mis la note de 8 sur 20. Et je ne pense pas relire cet auteur. Voilà, ça n'a vraiment pas été une bonne lecture. Alors je suis quand même contente d'avoir lu ce livre, hein, mais je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à un truc post-apocalyptique avec, au vu de ce qui était un petit peu écrit derrière, d'avoir les gens du peuple essayer de s'adapter à ces changements climatiques. Mais non, pas du tout. On est dans le champagne et dans le caviar dans ce livre. Voilà, bon après c'est vrai qu'on a beaucoup de livres où c'est le pas peuple entre guillemets, justement ce que je m'attendais quoi, d'avoir les gens d'en bas à essayer de survivre à ces changements, alors que là c'est ça qui est un petit peu différent dans ce livre, c'est qu'on est vraiment avec les gens d'en haut, avec du champagne qui coule à flot et juste une histoire de lobby et de thunes. Voilà, donc en gros sur ce livre, mon avis. On va donc passer à la troisième lecture de ce point lecture. J'ai donc lu Rosa Candida de Odur Ava Alavdottir. Je suis désolée si j'écorche le nom de cette autrice, qui est donc islandaise. Alors, je peux déjà vous dire, je lui ai mis un 13 sur 20. Ça a été une bonne lecture. Ça n'a pas été le méga coup de cœur, mais ça a quand même été une très très bonne lecture. Je crois que je l'avais vu chez Rose Bibliothèque ou alors elle me l'avait conseillé quand je lui avais demandé un bouquin de cette autrice parce que je sais plus ce qu'elle a lu de cette autrice mais je sais qu'elle en a lu je crois qu'elle en a lu plusieurs et donc elle m'avait conseillé de commencer par celui-ci si je n'invente rien parce que des fois j'ai dormi et Alors, en fait, ce livre est sorti en 2007. Il a été traduit en français en 2010. Il a reçu le prix littéraire du Québec en 2011 et c'est donc le troisième roman de cette autrice. C'est un roman initiatique. Ici, on est avec un personnage que je ne vous citerai pas parce qu'il a un prénom que même quand j'ai fait Google... pas Google Trad, mais bref, pour que Google il lise un mot, pour connaître la prononciation, j'ai beau l'avoir écouté 4-5 fois, j'ai pas réussi à retranscrire le truc. Non. Bref, on est avec un jeune homme de 22 ans qui vit avec son père parce qu'il a récemment perdu sa mère dans un accident de voiture. Il est donc sur cette île volcanique. Il a un frère jumeau qui est autiste. Alors on ne te le dit pas clairement, on ne sort pas le mot autiste, mais tu vas comprendre au fil du temps que ce frère jumeau est assez particulier, qui vit dans son monde. Ce jeune homme de 22 ans a donc une passion pour les roses, il cultive les roses, il a même réussi à créer une rose à 8 pétales, je crois que c'est 8 pétales collés entre elles, sa rose. Et cette passion lui vient de sa mère. Sa mère avait donc une serre, était passionnée par
par les plantes, par la roseraie, tout ça, voilà. Donc le fils a un petit peu continué, même s'il a l'air de ne pas avoir fait des études dans ce domaine-là, au grand désespoir de son père. Lui, ce qui lui passionne dans la vie, c'est les roses. Et il a trouvé un job dans un autre pays, dans un monastère, qui a une roseraie qui est totalement à l'abandon. Et donc, il va aller sauver cette roseraie. Voici le thème donc principal de ce livre. On va donc suivre le parcours, ce voyage pour rejoindre ce monastère. Il va donc rencontrer les moines. Voilà, on va suivre un petit peu sa vie, surtout son voyage. Ça prend quand même une grosse partie du roman. On est quand même sur un jeune homme qui part dans l'insouciance de la vie adulte. Pour son voyage, eh bien, il va laisser son père et son frère à la maison. Alors ça n'a pas l'air de trop le chagriner. Et en parallèle, il va laisser sa fille, parce qu'il a une fille qu'il a eue sur un moment d'égarement dans une soirée, voilà. Voilà, il a créé cet enfant avec la copine de son meilleur ami. C'est pas très glorieux. Et cette jeune fille, en fait, cet enfant a 9 mois et cette maman l'élève seule. Lui, il est vraiment distant de cette relation. Voilà, il a des photos, il la voit très rarement. Voilà, il ne s'inquiète pas du tout de l'évolution de cet enfant. Il ne s'intéresse pas forcément à son éducation, à sa vie au quotidien. Voilà, c'est vraiment juste, il s'en inquiète par petits moments en recevant certaines photos. Mais il est quand même fier d'avoir cet enfant, hein, d'être papa, même si tu comprends qu'il n'a pas ce don paternel. Il est fier d'annoncer aux gens, de montrer la photo de sa fille, qu'il est papa, mais après, comme je pourrais dire, il n'en assume pas du tout les conséquences. Tu vois que là, il n'est pas totalement adulte dans sa tête, il n'a pas encore cette maturité. Mais, comme on pourrait dire, le destin va lui revenir en pleine face. La mère de cet enfant fait des études en génétique et elle doit donc faire un mémoire pour son école, hein, pour avancer dans ses études, parce que cette jeune femme est à fond dans ses études, malgré qu'il y ait les présences de cet enfant. Elle aussi a tendance à la mettre de côté, hein. On a presque l'impression que cet enfant est un animal de compagnie. En tout cas, on a un peu ce sentiment que ces deux jeunes adultes n'ont pas du tout conscience de ce qu'ils ont dans leurs mains. Et donc, elle voudrait bien finir ce mémoire et elle va retrouver ce jeune homme dans ce monastère et va essayer de lui confier sa fille pendant plusieurs mois pour pouvoir faire ce mémoire. Voilà, je vais pas rentrer plus dans le livre parce que là j'ai déjà été assez loin comme ça. Mais clairement, on est dans une histoire de paternité, de choix de vie, de conscience de ce qu'est d'être adulte. On a un petit peu cette recherche de destinée, cette recherche de quoi faire de sa vie. Oui, c'est une histoire de choix de vie, dans une espèce d'insouciance encore adolescente. Et c'est très joli comme roman, c'est très simple. J'allais dire c'est fleuri, c'est rempli de beauté. On n'a pas de cruauté du monde adulte. Voilà, on est vraiment dans la beauté, dans la contemplation en quelque sorte de ce passage de vie. J'ai trouvé ça très intéressant, mais il m'a manqué, peut-être cette espèce de choc qu'on peut avoir quand on passe à l'âge adulte, de choc de ah ouais, le monde adulte, c'est ça, des responsabilités, des papiers, de plein de choses. Que lui, là, il est vraiment dans cette insouciance. Pour résumer, je trouve que c'est une très belle contemplation de ce passage au monde adulte, de cet adolescent, mais ça s'arrête là. Alors, comme je dis, ça m'a manqué un petit peu, peut-être parce que j'aime les histoires dramatiques et que du coup je trouve que c'était un petit peu trop dans la gaieté, c'est un peu trop enjoué et en même temps ça a fait très bien à mon petit cœur, ça l'a un peu embaumé. J'ai quand même beaucoup apprécié cette lecture, hein. J'ai bien dévoré les pages. Mais il m'a manqué quand même ce petit côté dramatique, voilà, c'est propre qu'à moi, hein. C'est parce que voilà, j'aime bien quand ça finit mal, clairement, et alors là je dis pas que ça finit bien, mais voilà, c'est quand même assez édulcoré quand même comme histoire, j'ai passé un très bon moment, mais comme je vous dis, il m'a manqué un petit quelque chose dans cette histoire.
Et c'était donc mes 3 dernières lectures. J'espère que ce point lecture vous a plu. Laissez un petit commentaire si vous avez des livres dans le même genre à me conseiller. Si vous avez lu un livre de ces auteurs que je vous ai parlé. Ou si vous avez toute autre recommandation à me faire, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça comme d'habitude. J'espère que cette vidéo donc vous a plu. Merci pour mes anciens abonnés d'être arrivés sur cette chaîne. Merci de me suivre toujours, d'avoir fait la bascule avec moi, c'est vraiment très très gentil. Et puis sinon, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que mes points lecture vous raviront et vous donneront envie d'aller voir des nouveaux livres, des nouveaux auteurs. Et sinon, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.